Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? Oui, Oui, merci. Bienvenue à cette nouvelle webconférence Alter Imo. On est ravis de vous voir sur la thématique du PTZ. Elle sera introduite par Omar Lagdar, directeur prescription nationale chez Cogedim. Et c'est Olivier Le Teneur qui animera cette formation. C'est un spécialiste de l'immobilier, formateur et partenaire d'Altarea. Je vous remercie de couper vos micros, de poser vos questions à la fin de la webconférence, soit à l'oral, soit via le chat. Je vous souhaite à tous une très bonne webconférence. Et je laisse la merci. parole à Omar. Bonjour à tous, merci Gersande, ravi d'être avec vous ce matin. La question qu'on peut se poser, la première en tout cas, c'est pourquoi le PTZ? Pourquoi nous, en tant que promoteurs, on y croit? Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'on croit en cette opportunité qui est le nouveau PTZ. Alors, ça fait quelques mois maintenant qu'on l'appelle nouveau PTZ, et qu'on pense que tout le monde ne s'est pas encore penché dessus, ou du moins peut-être pas suffisamment pour tout un tas de raisons, notamment parce que un certain nombre sont peut-être focalisés sur la fin du dispositif Pinel, ou sur le début de réorientation en résidence principale, mais sans avoir forcément creuser réellement ce qu'est le PTZ et l'opportunité que ça peut représenter aujourd'hui. Opportunité pour les clients, puisque ça va permettre à certains clients d'élargir leur enveloppe financière par rapport à l'ancien. Opportunité parce que les critères de ressources ont été élargis, donc ça permet aussi à un plus grand nombre de clients de pouvoir accéder au PTZ. Et bien sûr, opportunité de vente pour chacun d'entre vous. Euh, le marché de la primo-accession, c'est un marché auquel on croit beaucoup chez Altaria. Le PTZ est l'un des éléments qui constitue notre offre Access, dont vous avez, je l'espère, déjà entendu parler. Si ce n'est pas le cas, ce ne sera pas le sujet principal aujourd'hui, mais on aura l'occasion de faire d'autres visios pour reparler d'Access. Et sinon, je vous invite à vous rapprocher de vos responsables prescription respectifs. Euh, L'un des objectifs forts, en tout cas pour revenir à la volonté du groupe, c'est aujourd'hui de permettre à des locataires, à des gens qui ne pensent pas forcément pouvoir accéder à la propriété, d'accéder à la propriété. Et le PTZ est donc l'une des composantes de cette offre Access. Aujourd'hui, lors de cette visio, on a voulu volontairement structurer les choses un petit peu différemment de ce qu'on peut faire habituellement. On a commencé par la FAQ. Alors, on peut se dire, mais pourquoi commencer par là? Parce que avant de rentrer dans les explications de chiffres et de critères que vous aurez bien sûr en seconde partie de vidéo, il nous apparaissait important de pouvoir répondre à des questions très concrètes que vous allez avoir et qui nous ont été d'ailleurs remontées de la part de nos clients, que ce soit au travers de vous, partenaires, ou au travers de notre vente interne. Voilà, on a fait un condensé un petit peu de ces questions pour pouvoir avoir des réponses déjà très concrètes sur certains sujets qui peuvent être évoqués en rendez-vous client. Ensuite, dans un second temps, Olivier vous détaillera tout le mécanisme, bien sûr, du PTZ. Et à titre informatif, on fera une seconde visio sur le PTZ dans 15 jours, avec entre-temps certains approfondissements en fonction de vos retours aussi et de vos questions qu'il ne faudra pas hésiter à poser lors de cette visio. Voilà, je vous souhaite un très bon moment avec Olivier Le Teneur, à qui je laisse la parole. Merci à Merci vous. Omar. Alors bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, très bien. Oui, super. Alors n'hésitez pas à poser les questions. Bon, je répondrai peut-être pas au fur et à mesure, mais on y reviendra sur la fin de la présentation. Alors, le PTZ. Alors le PTZ, bon, déjà, simplement, hein, ça c'est la base du PTZ. C'est un prêt qui est aidé par l'État sans intérêt, prêt à taux zéro, qui va devoir servir à financer l'achat ou la construction d'une résidence principale. Bien sûr, ce PTZ ne peut pas être l'unique prêt
pour faire l'acquisition de la résidence principale, il est obligatoirement accompagné d'autres prêts. Ça peut être un prêt complémentaire classique, ça peut être le pourcent logement ou d'autres types de prêts, ou un apport éventuellement. Alors, ça ne marche pas comme ça. Hop. Alors, pour revenir déjà juste en deux mots sur l'historique, parce qu'on a tendance à oublier que le prêt à taux zéro existe depuis très longtemps, puisqu'il existe depuis 1995, je crois. Mais c'est vrai que, comme disait Omar, bon, c'est un dispositif que l'on remet au goût du jour, notamment par le biais de l'offre Access, mais c'est aussi parce que ces dernières années, on en a beaucoup moins parlé, simplement parce que les taux étaient à 1%, voire même en dessous de 1%, ce qui fait que ce soit les CGP, les conseillers IMO, les banques, en parlaient beaucoup moins, puisque ça n'avait pas autant d'intérêt qu'aujourd'hui, où les taux sont remontés aux environs de 4%. Donc déjà, ça, c'était un point important. Le prêt à taux zéro donc, existe depuis très longtemps et a été revu à plusieurs reprises. Et la dernière modification a eu lieu au 1er avril 2024. Alors, là, avant de passer au FAQ, je reviens d'abord sur l'origine des questions que l'on se pose, c'est les critères d'éligibilité. Donc d'abord, il y a deux parties, hein. Il y a la partie des logements, quels sont les logements qui seront éligibles, et après, quelles seront les personnes qui seront éligibles à ce dispositif. Alors, au niveau des logements, on va regarder quoi? Ben, on va regarder le type de bien. Est-ce que ce sont des maisons ou du collectif? Donc déjà, tout ce qui est maisons individuelles sont sortis du dispositif. Alors pourquoi, hein, c'est une question qui revient régulièrement. Pourquoi est-ce que l'État a sorti les maisons individuelles du dispositif? Puisque ce sont aussi une raison de devenir propriétaire. Ben, c'est simplement que la politique de l'État est vous avez tous entendu parler de la ZAN, hein, zéro artificialisation nette. L'objectif, c'est d'optimiser l'utilisation des terrains. Et donc, c'est dans ce sens-là où il considère que les terrains avec une maison, bah, ce n'est pas rentable en termes de nombre d'occupants, c'est très énergivore, ça rend forcément la voiture indispensable. Donc voilà, toutes ces raisons ont poussé l'État à sortir les maisons du prêt à taux zéro. Ensuite, on va regarder la zone d'acquisition. La zone d'acquisition, donc le prêt à taux zéro en 2024, donc au 1er avril, a été revu, c'est-à-dire que là, on va surtout se concentrer sur le neuf. Le neuf, le PTZ dans le neuf est concentré sur les zones tendues. Les zones tendues, c'est quoi? C'est les zones A et B1. Sachant que donc les zones B2 et C, c'est réservé au PTZ dans l'ancien. Donc là, on a vraiment dissocié le neuf et l'ancien. Ensuite, on va regarder la composition du foyer. Donc, la composition du foyer, non pas en termes fiscaux, hein, en termes on ne va pas regarder les nombres de personnes qu'il y a sur l'avis d'imposition, mais ça va être le nombre d'occupants. Quelles sont les personnes qui vont occuper la résidence principale qui va être achetée? Et c'est pour ça, j'ai juste mis la remarque parce que ça peut être une question aussi. Une femme enceinte, à partir du moment où elle sera enceinte depuis plus de 3 mois, elle comptera pour deux, puisqu'on va considérer qu'à l'acquisition de la résidence principale, il y aura une nouvelle personne dans le foyer. Et le dernier élément que l'on va regarder par rapport au logement, ça va être le montant de l'acquisition. Donc, il va y avoir, bien sûr, avec le prêt à taux zéro, des différentes quotités qui vont être déterminées. Et la quotité va être appliquée à un montant maximum qui va être aussi déterminé en fonction de la zone d'investissement et du nombre d'occupants. Ensuite, on va regarder les critères qui vont être des critères personnels, hein, donc des critères qui vont concerner les futurs habitants. On va regarder si c'est bien une personne physique qui achète. Donc, la question qui arrive quelquefois, est-ce que je peux acheter par le biais d'une SCI? Non. C'est une personne physique, donc c'est un particulier, personne physique qui peut acquérir une résidence principale. Il faudra être primo-accédant, donc on y reviendra sur la définition du primo-accédant, et acheter donc sa résidence principale. Ce n'est pas fait pour du locatif. Et puis après, on va regarder des critères de ressources qui ont été élargis, fortement élargis en 2024, avec des tranches plus larges et surtout la création d'une 4e tranche pour rendre beaucoup plus de personnes éligibles au prêt à taux zéro. J'ai rajouté un petit mémo. On a entendu parler aussi, ça a un petit peu mis de temps à être éclairci en avril et mai parce que le décret n'était pas toujours très clair. Il y a des dérogations, des exceptions
Je vous ai parlé de la zone A, B1 pour le neuf, B2, C pour l'ancien, des maisons individuelles. Voilà, il y a des exceptions à partir du moment où les logements neufs sont en PSLA, en BRS, ou si ce sont des acquisitions qui sont en TVA à taux réduit ou en QPV. À ce moment-là, on peut acquérir une résidence principale sur tout le territoire. Voilà, ce sont des exceptions. Bon, généralement, j'ai envie de dire qu'à partir du moment où un promoteur vous dit que le logement est éligible PTZ, bon, c'est que tout ça a déjà été vérifié. Alors, la FAQ, donc, comme le disait Omar, elle est née du fait qu'il y avait beaucoup de questions qui se posaient en dehors de la partie purement chiffres ou financière. Comment on pouvait arrêter un PTZ, voilà, il y avait des conditions. Donc, on est revenu sur le détail de chacun des éléments que l'on a vus, de chacun des critères, pour permettre d'éviter que vous soyez coincé devant un client ou en tout cas que vous puissiez lui répondre. Donc, globalement, qui peut acheter ou bénéficier d'un PTZ? C'est un particulier. Comme je l'ai dit, là, on ne peut pas acheter via une société. On a souvent la question, est-ce que je peux acheter par une SCI? Non. Et quels sont les revenus que l'on va prendre en compte pour le calcul du PTZ? Alors, ce ne sont pas forcément uniquement les revenus des acquéreurs ou des co-acquéreurs, c'est les revenus de toutes les personnes qui vont occuper le logement. Donc, si il y a 4 personnes dans le logement et que les 4 personnes ont un revenu, c'est le RFR N-2 qui va être pris en compte des 4 occupants, même s'il n'y a que 2 acquéreurs. Qu'est-ce qui se passe en cas de séparation ou en cas de divorce? C'est la personne qui va rester dans le logement. Si c'est un couple, on va dire, de co-acquéreurs, c'est l'acquéreur qui va rester dans le bien, qui va pouvoir continuer à rembourser le prêt à taux zéro, à bénéficier du prêt à taux zéro. Et bien évidemment, la conséquence qu'il faut peut-être prendre en compte lors du divorce ou de la séparation, c'est que la personne qui va quitter le foyer, malheureusement, ne pourra plus bénéficier du prêt à taux zéro sur un autre logement, puisque cette personne, rappelez-vous, aura été propriétaire, puisqu'elle a été acquéreur, et qu'il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale depuis au moins 2 ans pour pouvoir acquérir et bénéficier du prêt à taux zéro. Ensuite, sur le paramètre ou le critère primo-accession. En quoi consiste cette condition? Ça, c'est une question qui revient. C'est donc, comme je disais à l'instant, c'est ne pas avoir été propriétaire de la résidence principale au cours des dernières années ou des 2 dernières années, totalement ou partiellement. On a quelquefois des questions qui disent, voilà, j'avais acheté ma résidence principale avec mes parents, mais j'avais qu'une petite partie. Oui, mais vous étiez acquéreur de votre résidence principale, donc vous ne pouvez pas bénéficier du prêt à taux zéro. Il faudra attendre 2 ans pour en bénéficier. À qui s'applique la condition de primo-accession? La condition de primo-accession s'applique aux bénéficiaires du prêt à taux zéro, et là, c'est donc emprunteur et co-emprunteur. Et ça ne s'applique pas aux personnes qui vont être destinées à occuper le logement. Y a-t-il des exceptions? Comme toujours en France, il y a toujours des exceptions, que ce soit au niveau de la fiscalité ou au niveau de ce type de dispositif. Il y a des exceptions. Là, ce sont des exceptions qui concernent plutôt des personnes qui sont concernées par des handicaps ou des invalidités. Donc, j'ai rappelé les différentes lignes. Donc, les personnes qui sont titulaires d'une carte de mobilité inclusion, donc avec une mention invalidité, d'une carte invalidité, toutes les personnes qui perçoivent une pension d'invalidité, qui perçoivent une allocation d'adultes handicapés ou qui ont été victimes d'une catastrophe qui ont conduit à rendre inhabitable leur résidence principale. Toutes ces personnes sortent de cette condition de primo-accession et donc ont le droit de bénéficier du prêt à taux zéro. En ce qui concerne les conditions d'occupation du logement à titre de résidence principale, en quoi ça consiste? C'est que le logement financé doit être occupé à titre de résidence principale. Donc, il y a des critères. C'est au moins 8 mois par an. Ça doit être la résidence principale de l'emprunteur et de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement. Et ceci pendant une durée de 6 ans à compter du premier déblocage de fonds. Ça, c'est important d'en tenir compte. Est-ce qu'il y a des exceptions? Oui, il y a toujours des cas de force majeure. Il y a des raisons de santé, par exemple, si on est hospitalisé,
des semaines, des mois, etc. Bon, voilà, forcément, on peut ne pas respecter cette condition de 8 mois par an d'occupation. Ça peut être aussi pour des raisons professionnelles, parce que des déplacements réguliers, par exemple, ça peut être aussi pour des pompiers qui doivent occuper des logements de fonction un certain nombre de mois dans l'année ou un certain nombre d'années, quelquefois. Je crois que voilà, c'est plafonné à 3 ans si c'est pas occupé si ça concerne une personne du ménage. Donc, il y a des exceptions, bien évidemment, qui permettent d'échapper à ces conditions, mais globalement, il faut occuper le logement pendant 8 mois toute l'année. Enfin, pendant 8 mois de l'année, pardon. Est-il possible de destiner, pardon, il y a une erreur, on a oublié de mettre un R, de destiner le logement à un usage commercial? Ça aussi, c'est une question qui arrive régulièrement. Le logement ne peut pas être affecté, donc tout ce qui est usage commercial, ça ne peut pas être de la location saisonnière, ça ne peut pas être du meublé, ça ne peut pas être une résidence secondaire, j'ai tout mis dans le même paquet, et on peut utiliser une partie de logement pour son activité professionnelle à partir du moment où la pièce ou la partie du logement destinée à une activité commerciale ne dépasse pas 15% de la surface financée. Ça, pendant les 6 premières années. Une fois le délai de 6 ans dépassé, l'emprunteur sera libre de l'utiliser comme il le veut. Autre question qu'on nous demande, est-ce qu'on peut louer le logement? Parce qu'il y en a qui veulent utiliser le prêt à taux zéro à titre enfin, pour faire du locatif. Non, je rappelle, hein, le prêt à taux zéro, c'est une aide de l'État qui est mise en place pour aider à l'accession de sa résidence principale. Donc, bien sûr, il y a des exceptions. L'État ne veut pas mettre des personnes dans la difficulté. Donc, si effectivement, il y a un contexte dans la vie qui fait que ces personnes sont obligées de mettre en location le logement, il y a des exceptions. Ces exceptions, c'est quoi? Ça peut être parce qu'il y a une mobilité professionnelle. Voilà, une mutation ou changement de métier. À partir du moment où ça représente plus de 50 km ou en équivalent 1h30 de route, là, on peut tout à fait décider de mettre en location son logement. Ça peut être suite à un décès, un divorce, une dissolution d'impact. Toutes les situations en fait qui vont avoir un impact sur l'aspect financier, qui vont avoir un impact sur la vie d'un foyer, pourra permettre de mettre un logement en location. Suite à une invalidité, une incapacité reconnue par la délivrance d'une carte d'invalidité, du chômage, à partir du moment où on a une période de chômage de plus d'1 an, forcément, on peut être en difficulté financière et donc ça peut amener à mettre en location son logement. Donc, toutes ces conditions-là permettent de louer, mais pas à n'importe quelle condition. La mise en location est encadrée par la loi et elle demande l'accord et de mettre la banque au courant du changement de destination, on va dire, du logement. Le logement va devoir être loué vide, pas possible de faire du meublé, doit être occupé à titre de résidence principale, donc pas de tourisme l'été, pas enfin, de saisonnier, toutes ces choses qui sont faites pour optimiser la rentabilité, c'est pas l'objectif du dispositif. Et les conditions d'obtention de mise en location du logement, c'est conditions de revenus, conditions de loyer qui correspondent au plafond PLS, au plafond du PLS. Donc, possibilité de mettre en location sous conditions en termes de conditions de vie et en termes de locataires. Est-ce qu'il est possible de revendre son bien pendant que le PTZ est encore en cours de remboursement? Oui, on peut toujours revendre un bien que l'on a acheté avec un prêt à taux zéro. On peut donner un bien que l'on a acquis avec un prêt à taux zéro, hein, c'est-à-dire que tout ce qui est vente ou donation, donc toute mutation, va entraîner, bien évidemment, le remboursement intégral du capital restant dû au titre du prêt à taux zéro, au plus tard, au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou de mutation. C'est-à-dire qu'au moment de la revente ou de la donation, eh ben, il faut rendre le prêt à taux zéro puisque ce ne sera plus la résidence principale.
Il y a encore une fois une exception, notamment en ce qui concerne la vente, c'est que si on revend le prêt à taux zéro, si la vente a lieu dans les 6 premières années et que l'on a encore, on respecte encore les conditions du prêt à taux zéro, on peut reporter le prêt à taux zéro sur un nouveau crédit pour une résidence principale. Si c'est après 6 ans, on peut, dans tous les cas, reporter le prêt sur une autre acquisition de résidence principale, même si on n'est plus normalement éligible au prêt à taux zéro. Alors attention, ça c'est ce qui est écrit, c'est la loi. Maintenant, c'est la banque qui donne son accord. Si la banque refuse le transfert du crédit, elle a le droit de le refuser. Donc ça, c'est à négocier et à voir avec son organisme bancaire. Donc, aucune condition. Dernière question, est-ce qu'il y a des conditions? Il n'y a pas de plafond de revenus comme dans certains dispositifs ou de montant de revente, etc. On peut revendre. La seule chose, c'est si on veut conserver le prêt à taux zéro, il y a des conditions à respecter. Alors, souvent, c'est une fois qu'on a dit qu'il y a des interdictions ou des règles à respecter, bah, voilà, encore une fois, on essaie toujours de savoir ce qu'on risque. Et bien, ce qu'il faut savoir, c'est revenir encore une fois au prêt à taux zéro. C'est pas les banques. C'est pas les banques qui font des cadeaux. C'est pas la banque qui va faire un cadeau en disant, je vous offre, au lieu de faire du 4%, je vous fais du 0% sur un certain montant. C'est l'État. Et l'État, donc, a mandaté une société, la SGFGAS, hein, c'est une société de gestion de fonds de garantie, qui, elle, va contrôler les dossiers. Alors, elle ne va pas contrôler les dossiers dans l'octroi du crédit. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui va voir l'éligibilité et la capacité à rembourser le crédit. Ça, c'est la banque qui le fait. Par contre, a posteriori, cet organisme va pouvoir contrôler si, pendant toute la vie du prêt à taux zéro, les conditions sont toujours respectées, notamment sur le fait que ce soit toujours de la résidence principale, si les conditions de mise en location ont été respectées, si la banque a été informée, etc. Elle a le droit de contrôler pendant toute la durée du crédit si les conditions sont respectées. Comment elle connaît les noms des acquéreurs? C'est simplement que la banque va faire un crédit et c'est cette société qui va rembourser sous forme d'un crédit d'impôt à la banque les intérêts qui n'auront pas été perçus par la banque. C'est-à-dire que forcément, sur chaque dossier, il y aura un montant d'intérêt qui va être remboursé par l'État et donc ils vont vérifier si le montant correspond à ce qu'aurait eu le droit de percevoir chaque emprunteur. Donc, en quoi consistent les vérifications? Donc, la qualité de primo-accédant, les revenus, le nombre d'occupants, l'occupation à titre de résidence principale, la transformation d'un bien en local professionnel ou commercial. Et voilà, tout ce qu'ils vont regarder, je pense que c'est ça qu'ils regardent le plus, c'est s'il y a des mises en location ou s'il y a des donations. Les sanctions possibles, c'est simplement la remise en question du prêt à taux zéro. Donc, ça peut être purement et simplement le remboursement du prêt à taux zéro. Ça peut être des intérêts qui auraient dû être versés, qui sont demandés, hein, en disant, voilà, vous n'aviez pas le droit d'avoir autant de prêt à taux zéro. Vous avez perçu 20 000 euros de prêt à taux zéro de trop. On vous demande les intérêts qui correspondent à ce que vous auriez dû percevoir. Donc, tout ça, ce sont généralement des conditions qui doivent être reprises dans les conditions du crédit. De la même façon que si jamais il y a une sorte d'amende par rapport à des intérêts qui n'ont pas été perçus, normalement le taux doit être indiqué dans l'offre de crédit. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette partie-là? Oui, on va dire. Oui, bon, très bien. Donc là, on va passer plus sur la méthodologie du crédit. De toute façon, si jamais vous avez des questions, vous pouvez revenir ou les poser à vos RPR et on répondra ensemble. Donc la méthodologie du prêt à taux zéro. Alors encore une fois, hein, l'objectif, c'est pas de recalculer ou de vérifier si la banque fait le bon calcul, mais ça permet d'orienter ou de mieux conseiller son client. Et on va voir pourquoi. Donc, la méthodologie, donc, il y a 6 étapes. La première chose, vous l'avez vu hein, dans les différentes questions que l'on a vues en premier, la première partie, ça va être de déterminer le nombre d'occupants.
et les ressources. Donc, le RFR N-2. Donc, on va regarder, donc surtout quand vous avez des clients et que vous détectez l'envie ou le besoin d'investir dans une résidence principale, bah, ce qu'il faudra, c'est pas forcément regarder que les RFR, que le RFR de cette année, ou en tout cas les revenus de cette année pour voir le taux d'endettement, mais ça va être de regarder le RFR N-2 pour voir s'il est éligible éventuellement au prêt à taux zéro. Alors attention, la fin d'année va approcher, donc n'oubliez pas que les conditions, c'est au moment de l'édition de l'offre. C'est-à-dire que si vous pensez que l'offre va être éditée à partir du mois de janvier, bah, ce qui va être important, c'est non pas de regarder l'avis d'imposition 2023 sur les revenus 2022, mais l'avis d'imposition 2024 sur les revenus 2023. Puisqu'en fait, on sera en 2025, donc ce seront les revenus de 2023 qu'il faudra prendre en compte. Ensuite, une fois qu'on a déterminé le RFR N-2, on va comparer ce RFR avec le prix de l'opération divisé par 9. Ça, c'est comme les prêts à taux zéro précédents. On compare les deux et on retient le montant le plus important. Alors, je ne sais pas pourquoi il faut le diviser par 9, mais voilà, c'est une règle qui est donnée. Et c'est en fait ce montant qui va permettre de déterminer dans quelle tranche on va être. Alors, comme exemple, j'ai pris quelqu'un qui a un RFR N-2 de 40 000 euros et qui fait une acquisition de 425 000 euros. 425 000 divisé par 9, ça fait 47 222. On va retenir simplement 47 222 et non pas 40 000 euros. Deuxième étape, une fois qu'on aura déterminé le nombre d'occupants et le RFR, on va appliquer un coefficient familial. Ce coefficient est donné par un tableau, hein, c'est l'État qui a fixé ce tableau, et il varie entre 1 et 3,3. Donc bien sûr, le 1, c'est quand on est célibataire, 3,3, c'est quand on est beaucoup d'occupants. Comment ça se passe concrètement? Je vous ai mis le tableau, donc ce sont des tableaux que vous avez déjà dû voir sur Internet ou sur des offres. Voilà, vous avez à gauche le tableau des différentes tranches de revenus, hein. Donc vous voyez qu'il y a maintenant 4 tranches, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a eu l'ajout de la 4e tranche pour les revenus, on va dire les plus importants. Donc ce tableau, il est à lire dans les deux sens, hein. Donc vous avez les différentes tranches. Donc nous, on va quand même se concentrer sur la partie de gauche, A et B1, et les différentes zones, pardon, les différentes zones géographiques et les différentes tranches, 1, 2, 3, 4. C'est ce qui permettra de déterminer en fait les différentes conditions du prêt à taux zéro. Si on prend une famille donc, de 4 personnes qui a des revenus de 60 000 euros, quand je dis des revenus, c'est le RFR N-2. 60 000 euros, 4 personnes, on va regarder dans le tableau de droite, il y a un coefficient familial de 2,1. On va donc faire 60 000 euros divisé par 2,1, ça fait 28 572 euros. En gros, on essaie de calculer un revenu par occupant, c'est un peu ça. Et donc 28 572 euros. Dans la zone A, dans la zone A, 28 500 euros, on est entre 25 000 et 31 000 euros. Ça veut dire qu'ils pourront bénéficier de la tranche numéro 2. Dans la zone B1, 28 000, c'est entre 26 et 30. Il sera donc dans la tranche 3. En zone B2, dans la tranche 4. Et vous voyez que pour quelques euros, il échappe, s'il est dans la zone C, il ne pourra pas bénéficier du prêt à taux zéro. Donc, clairement, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le début, si on est célibataire et qu'on veut acheter dans la zone A, il faut avoir un revenu N-2 de moins de 25 000 euros pour pouvoir bénéficier de la tranche 1 en prêt à taux zéro. Alors, normalement, quand on est en petit comité, je demande aux conseillers aussi de faire quelques exercices, mais là, ce tableau, en fait, c'est pour essayer de simplifier. Donc, c'est à vous de voir comment vous êtes le plus à l'aise. Vous avez vu que sur la slide d'avant, on était obligé d'associer 2 tableaux. Donc, quand on est devant le client, voilà, quand on ne le fait pas tous les jours, ça peut être déstabilisant de dire je dois diviser, je dois multiplier, je prends quel coefficient, je prends quel chiffre. Donc, quelquefois, ça peut déstabiliser certaines personnes ou perdre un peu les clients aussi, ça peut arriver. Donc, on peut présenter le tableau différemment. Là, en fait, on a fait les calculs simplement en disant, voilà, là, je me suis concentré sur la zone A et j'ai appliqué les coefficients. C'est-à-dire que quand on regarde ici, j'avais donc pour un célibataire 25 000 euros en zone A avec un coefficient donc de 1.
s'ils sont deux personnes, deux occupants, je dois appliquer un coefficient de 1,5. Ben, c'est ce que j'ai fait ici en mettant nombre de personnes 2, 25 fois 1,5, on arrive bien à 37 500 euros. Voilà, j'ai fait ça sur toutes les colonnes, et ce qui permet en fait d'avoir en un tableau toutes les tranches de revenus par occupant, et c'est un peu plus simple, c'est plus rapide dans la lecture. Voilà, donc ça c'est juste une méthode pour simplifier la vie pour les différents rendez-vous. Oui, il suffit de le faire en zone A, B1, et puis comme ça vous avez les deux feuilles, vous êtes tranquille. Donc maintenant, vous êtes censé faire le calcul. Donc on va le faire ensemble, ça sera plus simple. Et puis là, de toute façon, c'est un petit peu difficile de vous interroger. Donc là, en gros, je vais vous demander, j'ai rappelé les informations qui sont nécessaires pour faire les calculs. Je vais vous demander normalement de regarder si ce couple, ce foyer, sera éligible au prêt à taux zéro. Donc c'est un couple dont la femme est enceinte de 6 mois. Qui a un RFR N-2 de 50 000 euros et qui veulent acheter un appartement de 470 000 euros en zone A. Sont-ils éligibles au prêt à taux zéro? Quelle est la méthodologie? Étape numéro 1, on regarde le nombre d'occupants. Nombre d'occupants, monsieur et madame, donc 2. Madame est enceinte de 6 mois, donc on va tenir compte du futur enfant, donc 3 personnes, 3 occupants. Et ils ont un RFR N-2 de 50 000 euros. Qu'est-ce qu'on va faire comme calcul? On va comparer un RFR de 50 000 euros avec d'abord le montant divisé par 9. 470 divisé par 9, ça fait 52 222. On retient le chiffre le plus haut, 52 222. Et maintenant, on va regarder le nombre d'occupants qu'on a calculé juste avant, 3. 52 222 divisé par le coefficient familial de 1,8, ça fait 29 000. 29 012. 29 012. Étant donné qu'ils souhaitent investir en zone A, c'est bien entre 25 et 31, on est bien dans une tranche 2. D'accord? Et si on est dans une tranche 2, si on reprend le tableau, hein, tranche 2, à gauche, on voit que la quotité financée, ce sera 40%. Ça, c'est pour l'étape d'après. Ensuite, donc, ce tableau permet aussi de déterminer la tranche. Une fois qu'on aura déterminé donc, ce qu'on avait fait juste avant ici, hein, le 29 000, donc on a déterminé la tranche. Et une fois qu'on aura déterminé la tranche, il suffit de dire le reste du tableau et ça va permettre de déterminer un nombre d'informations complémentaires qui va être la quotité de prêt à taux zéro et éventuellement, bien évidemment, les conditions de remboursement qui seront importantes aussi. Si on prend, donc là, on reprend un exemple d'un célibataire qui n'a pas d'enfant, qui a un RFR N-2 de 40 000 euros. S'il souhaite acheter en zone A un logement de 425 000 euros, rappelez-vous, on redivise 425 000 divisé par 9, on arrive à 47 222. 47 222 en zone A, c'est le maximum pour bénéficier du prêt à taux zéro. En tranche 4, c'est 49 000. Donc là, on est bien juste en dessous de 49 000 euros. Donc, ils seront dans la tranche A. Dans la tranche A, dans la tranche 4, en zone A. Là, si je fais ce petit focus là-dessus, c'est justement là où vous pouvez avoir un regard. C'est que si la personne vous dit qu'elle veut acheter un logement à l'étage du dessus à 450 000 euros, si on divise 450 par 9, on a 50 000 euros. À 50 000 euros, avec un revenu de 50 000 euros, en zone A, il n'est plus éligible au prêt à taux zéro. Donc, quelquefois, ça peut vous aider à soit négocier le prix avec le promoteur, soit lui conseiller de diminuer d'étage pour essayer d'aller à un montant un petit peu en dessous qui lui permettrait de revenir dans le prêt à taux zéro. Ça, c'est un premier conseil que vous pouvez avoir. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, très bien, merci. Merci. Oui. Parfait. Donc ensuite, quand on regarde la totalité du tableau, hein, en fonction des tranches, j'ai mis la suite du tableau. Donc on a la quotité du prêt à taux zéro, c'est-à-dire que quand on est en tranche 1, ça c'est une des nouveautés du PTZ 2024. Hein, le PTZ, on en a entendu parler aux informations, la quotité est passée de 40 à 50% pour la tranche 1. Donc c'est pour ça que vous le voyez ici en tranche 1. On voit donc que le capital différé
bah, c'est 100%. Donc 100% du prêt à taux zéro va être différé. La durée du différé est de 10 ans et il aura 15 ans pour rembourser le prêt à taux zéro. En tranche 2, le prêt à taux zéro, la quotité sera de 40%. Il aura 8 ans de différé et 12 ans pour le rembourser, etc., etc. Certains me demandent pourquoi il y a une tranche 2 et une tranche 3, sachant que dans les deux cas, la quotité du prêt à taux zéro est de 40%. Ce qui est important, bah, ça va être ce tableau-là. C'est les conditions de remboursement du prêt à taux zéro, c'est ces conditions-là qui sont différentes. Et ça, quand on va lisser ou quand on va faire la mécanique de remboursement, ça va avoir un impact important pour le taux d'endettement et pour le remboursement du crédit. Et la tranche 4, donc la tranche pour les personnes, on va dire, qui ont les revenus les plus élevés, bah là, il n'a pas de différé. Ça veut dire que dès le départ, il est censé commencer à rembourser le prêt à taux zéro. Alors ça, c'est important et pas très important à savoir. Pourquoi? Parce que même si ces conditions sont importantes dans le calcul des mensualités, généralement, quand vous proposez un prêt à taux zéro, on répond aux acquéreurs par des mensualités qui vont être lissées. C'est-à-dire que logiquement, si on applique bêtement ce type de tableau, vous allez avoir pendant une première période, par exemple, dans la tranche 1, pendant les 10 premières années, on ne va rembourser que le prêt complémentaire, qui va correspondre par exemple aux 50% autres du crédit. Et dans 10 ans, on va continuer à rembourser le crédit complémentaire et on va aussi ajouter le remboursement du prêt à taux zéro pendant 15 ans. Ce qui veut dire que pendant la première partie, on va avoir une mensualité qui va être relativement faible et pendant la deuxième partie, une mensualité très élevée. Ce que fait la banque, surtout pour éviter que le client ne soit plus finançable ou en tout cas que son taux d'endettement soit trop élevé, va lisser la mensualité pour que pendant toute la durée du crédit, à peu près, la mensualité soit lisse. C'est important de le savoir parce que des clients peuvent vous poser la question, ou ça permet aussi d'expliquer à des clients pourquoi la tranche 2 et la tranche 3, en fonction de cette tranche, on aura des conditions de remboursement qui seront différentes, ce qui aura un impact sur le lissage de la mensualité. Ensuite, une fois qu'on a déterminé donc la quotité et les conditions de remboursement, on va devoir déterminer le montant maximum qui va être retenu pour le calcul du PTZ. Pourquoi? Parce que même si on dit qu'on a le droit à une quotité de 50%, ce n'est pas sur la totalité de l'investissement, mais il y aura un plafond qui est fonction de la zone et du nombre d'occupants. Donc là, je vous ai mis les différents tableaux. Donc vous avez en bas à droite le tableau qui va montrer en fait le plafond du montant de l'investissement qui va être retenu pour le calcul de la quotité du PTZ. C'est-à-dire que, par exemple, la case entourée, 150 000 euros, c'est le montant retenu pour un investisseur célibataire qui va acheter sa résidence principale en zone A. C'est-à-dire que s'il achète une résidence principale qui fait 200 000 euros, s'il est éligible au prêt à taux zéro dans la tranche 1, on retiendra 50% de 150 000 euros. C'est-à-dire que dans tous les cas, le maximum du prêt à taux zéro pour un célibataire dans la zone A, ce sera 75 000 euros, quel que soit le montant de son investissement. Donc là, on a pris un exemple, un célibataire sans enfant, c'est le même que tout à l'heure, il a un RFR N-2 de 40 000 euros, il fait une acquisition de 425 000 euros. Voilà, on a vu donc qu'il était dans la tranche numéro 4, puisque c'était inférieur à 49 000 euros. Étant donné qu'il est en zone A, il est seul, donc le plafond retenu sera 150 000 euros, donc il aura le droit, étant dans la tranche numéro 4, à 20% de 150 000 euros, donc 30 000 euros de prêt à taux zéro. Alors, il ne faut pas hésiter à rendre les choses un peu plus concrètes quand vous expliquez ou quand vous déterminez le montant du prêt à taux zéro, parce qu'on a du mal quelquefois à se rendre compte de l'impact financier. Par exemple, alors je n'ai pas tous les chiffres en tête, j'ai que celui-là, mais quand on a quelqu'un qui est dans la tranche A et qui est célibataire, avoir 75 000 euros de prêt à taux zéro, ça permet quand même d'avoir une économie sur la durée du crédit de 45 000 euros à peu près. Donc, c'est quand même des montants d'économie qui sont très importants. N'hésitez pas à faire les calculs quand vous rencontrez quelqu'un
ça permet de montrer quand même que le cadeau, hein, là pour une fois que l'État fait un cadeau, c'est quand même des beaux cadeaux. Alors, deuxième exercice. Donc là, je vous demande de déterminer le montant maximum de PTZ qu'un couple peut avoir. Il a 2 enfants et ce couple souhaite investir. Ils hésitent. Ils ont la chance d'être dans une région où ils peuvent aussi bien acheter dans une zone A ou B1 et le RFR N-2 est de 55 000 euros. Donc là, il n'y a pas de montant d'investissement. Ils sont dans le début de les recherches et ils viennent vous voir pour savoir comment ça se passe. Donc là, j'ai remis les tableaux. On va le faire ensemble. Donc, la première étape, c'est toujours de comparer normalement le RFR N-2 avec le montant de l'investissement. Mais ici, on n'a pas encore le montant de l'investissement, donc on va commencer à réfléchir sans ce montant. Donc, on a un RFR N-2 de 55 000 euros. Ensuite, on va regarder le nombre d'occupants, étant donné que c'est un couple avec 2 enfants. Bon, on suppose que les enfants vont habiter avec eux. Donc, il y a 4 occupants. On reprend dans le tableau à gauche, nombre de personnes 4, coefficient familial 2,1. 55 divisé par 2,1, ça fait 26 190. On regarde ensuite dans le tableau tout en bas, 26 190. En zone A, on est entre 25 et 31. Ça veut dire qu'on est dans la tranche numéro 2. En zone B1, on est dans la tranche numéro 3. Ça veut dire que quand on va regarder le montant maximum du prêt à taux zéro, si on reprend les plafonds, quand on regarde donc le tableau qui est un peu au milieu, dans la zone A, pour une famille de 4 personnes, le montant retenu sera maximum de 315 000 euros. 315 000 euros, tranche numéro 2, 40%. 40% de 315 000 euros, ce sera 126 000 euros. Donc au maximum, quel que soit le montant de leur investissement, ils ont droit au maximum à 126 000 euros. Bien sûr, hein, si leur montant d'investissement est inférieur à 315 000 euros, bah, ce sera 40% du montant de l'investissement. Idem dans la tranche numéro 3, hein, si c'est en zone B1, bah là, le plafond est de 283 500, on fait x 40%, ça fait 113 400 euros. Bien sûr, n'oubliez pas de vérifier, hein, toujours, quand on vous redonnera le montant de l'investissement, une fois qu'ils auront commencé à faire leur recherche, de revérifier s'ils restent dans la même tranche. Le montant de l'investissement peut éventuellement leur faire basculer dans la tranche du dessus. C'est là où vous aurez un rôle aussi de conseil, c'est toujours de vérifier justement si ce n'est pas le montant de l'investissement qui les fait basculer dans une autre tranche. Parce que tout à l'heure, on a vu un exemple où on faisait carrément sortir du dispositif prêt à taux zéro, mais ça peut éventuellement le faire passer de la tranche 1 à la tranche 2. Donc attention, parce que là, du coup, c'est une quotité et des plafonds d'investissement qui peuvent être différents. Et donc des mensualités qui peuvent être fortement différentes. Dernier exemple, on a un montant, on demande donc de déterminer le montant maximum d'un prêt à taux zéro pour un foyer donc de 5 personnes avec un RFR N-2 de 74 000 euros pour un investissement de 500 000 euros. Donc là, on demande dans quelle zone ils peuvent acheter, quelle quotité, etc. Donc tous les tableaux sont à disposition. On va refaire les calculs ensemble. Toujours pareil, étape numéro 1, on va comparer le montant de l'investissement avec le RFR N-2. Attention, hein, si j'insiste sur le divisé par 9, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui oublient de faire cette vérification. Donc, ça a un impact important sur le conseil. 500 divisé par 9, ça fait 55 555. Le RFR N-2 de 74 000 euros. Donc, on retient 74 000 euros. 74 000 euros. Maintenant, on a une famille composée de 5 occupants. 5 occupants, coefficient de 2,4. 74 000 divisé par 2,4, ça fait 30 833. Et donc, du coup, avec le tableau, ça permet de déterminer les différentes tranches. On voit donc qu'en zone A, on est en tranche 2 et en zone B1 et B2, on sera en tranche numéro 4. Donc, B2, toujours sous condition. Ensuite, en termes de quotité, bah, si on est en zone A, on a vu que si c'était en zone A, il est en tranche numéro 2. Tranche numéro 2, quotité 40%. S'il est en zone B1 ou B2, étant donné qu'il sera en tranche 4, la quotité sera de 20%. S'il est à... Donc, si on est en zone A, 5 personnes, 360 000 euros, c'est le montant maximum retenu pour le calcul de la quotité. 360 000 euros fois 40%,
on arrive à 144 000. Et s'il est dans une zone B1 ou B2, étant donné qu'on a 20%, ce sera 20% de 324 ou de 264 000 euros pour retenir le montant du prêt à taux zéro. Donc là, on voit les différences quand même qui sont beaucoup plus importantes. Les modalités, simplement, on continue à lire le tableau. Les modalités sont fixées donc par rapport à la tranche. Si on est en tranche numéro 2, il aura un différé de 8 ans et il pourra rembourser le montant du prêt à taux zéro sur 12 ans. Et en B1, B2, c'est les tranches 4, donc pas de différé et remboursement sur 10 ans. Alors, un petit point d'attention. Vous vous rappelez certainement que jusque 2023 ou jusqu'au 1er avril, on nous disait toujours que le montant du prêt à taux zéro ne pouvait pas être supérieur au montant des autres crédits. Autre évolution en 2024, c'est que pour la tranche 1, uniquement pour la tranche 1, donc du coup, attention, toujours de bien faire attention, si la personne, à cause d'un investissement de quelques milliers d'euros supplémentaires, passe dans la tranche 2, vous allez voir que ça peut avoir un impact quand même qui est important, parce qu'en plus, dans la tranche 1, les acquéreurs peuvent dépasser le montant des autres crédits, c'est-à-dire qu'ils peuvent dépasser de 25%. Donc, il y a un coefficient de 1,25 qui peut être appliqué, et donc le prêt à taux zéro peut être supérieur aux autres crédits. Donc ça, c'est important aussi de le savoir, et en tout cas de pouvoir expliquer aux clients pourquoi dans certaines simulations, on a un prêt à taux zéro qui est supérieur aux autres crédits. Exactement. Donc on prend un exemple, acquisition de 200 000 euros en zone A, célibataire, tranche 1, chose simple. Prêt à taux zéro, on a le droit à 50% de 150 000 euros, donc 75 000 euros. On va dire que la personne a le droit au prêt immobilier durable, donc 20 000 euros. Il a pris le 1% logement, 30 000 euros, et donc un prêt complémentaire de 75 000 euros. Le prêt à taux zéro est inférieur aux autres prêts. Bon, il doit manquer un chiffre, mais c'est pas grave. Là, on voit que le prêt à taux zéro est inférieur aux autres crédits, puisqu'il y a 70, 105, 125 000 euros d'autres crédits. Donc là, il n'y a aucun problème. Maintenant, le client nous dit, je veux mettre un apport. J'ai 70 000 euros, j'ai hérité de 70 000 euros, ou je ne sais pas. Il a 70 000 euros. Donc, on refait les calculs. Prêt immobilier durable, là, c'est un calcul de 10%. 10% du capital emprunté, donc 13 000 euros. Prêt complémentaire, 200 000 euros, moins l'apport 70 000 euros, moins le prêt à taux zéro, moins le prêt immobilier durable, donc de 13 000 euros. Il reste un prêt complémentaire donc de 42 000 euros. Là, on se rend compte que le prêt à taux zéro est supérieur aux autres crédits. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, là, concrètement, les simulateurs, généralement, vont diminuer le montant de l'apport. Donc déjà, il faut tenir compte du 1,25, mais si on dépasse ce coefficient, automatiquement, le simulateur va dire, non, je ne prête plus 75 000 à 0, mais je vais être peut-être à 70 ou 65 ou en dessous. C'est là où vous avez aussi un rôle à jouer, parce que si on se fie uniquement au simulateur, il va utiliser tout son apport. Là, peut-être que l'idée, c'est de dire, gardez une partie de votre apport, et on va optimiser pour avoir le maximum du prêt à taux zéro. C'est pour ça que cette méthodologie, peu importe si vous ne savez pas la faire tous les jours ou si vous ne la faites pas tous les jours, mais dans certains cas, c'est intéressant de voir sur quels paramètres vous allez pouvoir jouer pour mieux conseiller votre client. Baisser un peu le prix, baisser de niveau d'appartement ou changer d'appartement, prendre 2-3 mètres carrés de moins ou autre pour changer de tranche, pour rendre éventuellement éligible au prêt à taux zéro, pour peut-être du coup le permettre d'être finançable, parce que le prêt à taux zéro, ça permet aussi de devenir finançable dans certains cas. Ça leur permet aussi, si vous leur donnez le bon conseil, de garder un peu de liquidité, qui dans tous les cas leur permettront de les aider à rembourser le crédit. Donc voilà, vous avez certains leviers où vous pouvez optimiser le conseil sur le prêt à taux zéro. Ne vous fiez pas aux simulateurs. Beaucoup de simulateurs ne sont pas encore à jour ou ne sont pas tout à fait exacts. Donc, n'hésitez pas à avoir un esprit critique sur les simulateurs. Alors, j'ai juste mis un exemple, justement, qui permet, quand on conseille bien, enfin, en tout cas, un simple conseil, justement, là, il n'y a même pas besoin de bien conseiller, c'est que là, j'ai repris le cas de 3 occupants en zone A, qui achètent pour 270 000 euros, avec des revenus de 46 000 euros et un RFR de N-2 de 44 000 euros. Si on prend un financement classique, pour faire simple, on arrive à une mensualité d'environ 1 500 euros, donc un taux d'endettement
de 39%. Donc là, dans ce cas-là, il n'est pas finançable. Si vous faites votre métier et que vous apportez le conseil sur le prêt à taux zéro, avec les différentes caractéristiques du prêt à taux zéro, vous avez une mensualité lycée qui sera de 1 200 euros et donc un taux d'endettement de 31%. Donc là, il redevient éligible, il redevient surtout finançable. Et ça peut être simplement aussi des cas, là, je n'ai pas pris de cas particulier, mais on aurait pu tout à fait prendre un cas d'une simulation donnée sur Internet avec un prêt à taux zéro classique et avec un conseil d'optimisation avec une baisse légère du prix où vous rendez quelqu'un de finançable. Là, j'ai fait un petit comparatif. On a souvent en concurrence éventuellement ou en réflexion des personnes qui veulent acheter dans l'ancien. Donc, j'ai repris un exemple. Quelqu'un qui veut acheter un bien dans l'ancien, il dit, voilà, j'ai trouvé un bien qui coûte 210 000 euros. J'ai mis des frais de dossier, des frais de notaire, pardon, des frais de dossier bancaire, des frais de garantie. Ce qui veut dire qu'on arrive à un montant financé, il y a une petite erreur dans l'addition. Globalement, on arrive à une mensualité de 1 200 euros. Je me suis mis sur un prêt, un investissement, sur ce même investissement avec un prêt à taux zéro. On arrive avec une mensualité de 1 200 euros pour un investissement de 270 000 euros. Ce qui veut dire que quand on va acheter dans l'ancien, pour une mensualité, si on a 1 200 euros à mettre tous les mois, on pourra acheter 210 000 euros. Si on achète dans le neuf avec du prêt à taux zéro, on peut avoir 28% de budget supplémentaire avec la même mensualité. Et ça, c'est sans tenir compte de la différence éventuelle de qualité de bien, c'est-à-dire que vous allez avoir, bon, certainement moins de rénovation à faire, vous allez aussi avoir une économie d'énergie. On a tendance à oublier que entre des logements, sans parler de passoires énergétiques, mais qui sont en D ou E, si on les compare en termes d'économie ou en termes de coûts énergétiques par rapport à du neuf, ça représente un peu plus de 2 euros par mois du mètre carré. C'est 2,13 euros en moyenne, euros supplémentaires à payer dans l'ancien par mois. C'est-à-dire que pour un appartement de 50 mètres carrés, les personnes qui vont acquérir dans l'ancien paieront en plus 100 euros par mois. C'est-à-dire que là, j'aurais pu comparer avec une mensualité de 1 300 euros dans le neuf. Donc ça, ce sont des choses, ça ne marche pas dans toutes les régions. Donc à vous de voir aussi où vous situez le prix de l'ancien par rapport au neuf. Mais il ne faut pas hésiter à regarder ce point-là, parce que globalement, vous avez la possibilité d'acheter 30% plus cher dans l'ancien, voire plus, si on tient compte des économies d'énergie. Voilà, j'ai fini. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui, bonjour. Merci pour Bonjour. cet exposé qui était très très clair. J'ai simplement Merci. une question sur le nombre d'occupants. Oui. Vous avez dit que c'était pas en fait sur la déclaration de revenus Ouais. du foyer. C'est Oui. donc un déclaratif tout simplement du nombre d'occupants, c'est ça? Alors, il y aura des déclarations sur l'honneur, et puis de toute façon, tous les résidents, admettons, c'est un très mauvais exemple, hein, je souhaite habiter avec mes voisins, de toute façon, eux vont déclarer leurs revenus fiscaux à cette adresse-là. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a des contrôles derrière. Il peut y avoir Bien des sûr. contrôles. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des croisements entre les contrôles de cette fameuse société, il y a des contrôles du fisc, et il y a la banque. Donc, tous ces gens-là qui seront occupants, notamment si ce sont alors, généralement, si ce sont des majeurs, ils sont susceptibles de toucher des revenus. Donc, on va les voir apparaître quelque part. Et surtout, s'ils ont des revenus, ils sont censés avoir déclaré le RFR N-2. Donc, tout ça fait que, oui, alors c'est du déclaratif, c'est toujours du déclaratif. Hein, même nos revenus, c'est du déclaratif. Mais à partir du moment où il y a un contrôle, ils peuvent effectivement être contrôlés sur les occupants, les réels occupants du logement. Ok, merci beaucoup. Et une dernière question, est-ce qu'il y a Oui. un site internet qui récapitule un petit peu toutes les informations que vous avez données, je ne sais pas, un Ah. site du gouvernement ou quelque chose dans Ouais, cet esprit-là? il faut, bah, vous tapez, si vous tapez Prato Zéro, ne vous fiez qu'aux informations que vous allez trouver sur l'ANIL, sur le site du gouvernement. Les sites des agences ou même de certains CGP ne sont pas forcément mis à jour parce que ça bouge très très vite ou ne sont pas toujours précis, où il y a quelquefois des erreurs parce qu'il y avait
il y a des fois des personnes qui sont restées sur les anciennes versions de prêt à taux zéro, même sur les conditions de mise en location ou autres. Donc, surtout, ne vous fiez qu'au site du gouvernement. Ouais. Mais oui, je peux essayer de le donner, mais voilà, vous le tapez et vous trouvez tout de suite les sites des gouvernements, hein. Ça, c'est Ok, très rapide à trouver. merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Est-il possible d'obtenir le PowerPoint sur le slide que vous venez de présenter ou c'est confidentiel? Alors, ça c'est pas moi qui vais décider. Ça sera une question qu'il faudra poser à Omar, mais je pense qu'éventuellement, on doit pouvoir les communiquer, je pense. Très bien, je vous remercie. Alors, attention, hein, dans tous les cas, dans toute présentation, il y a surtout dans celle-ci, il y a des chiffres. Donc, attention, si vous utilisez ces slides avec des clients, de ne pas les communiquer. Parce que ça peut vous revenir en boomerang, parce que la personne va utiliser un fichier Excel, ne va pas trouver exactement les mêmes chiffres, va remettre en cause. Vous voyez quelquefois une petite erreur de frappe. Attention de pas mettre en risque votre métier. Il faut rarement communiquer à des clients des fichiers qui n'ont pas été édités par des logiciels officiels. Là, ce sont des calculs que j'ai fait à la main ou sur des simulateurs. Attention, si vous les recommuniquez, il suffit que j'ai fait une erreur de frappe ou un arrondi malheureux et ça peut avoir des conséquences pour vous. Donc, attention. Ou Alors, spécifiez-le bien évidemment, que merci. rien n'est contractuel. Merci beaucoup pour votre réponse. Oui, j'aurais une question également. Comment? J'aurais une question aussi. Oui, allez-y. Je ne sais pas si elle a été posée parce que j'ai été déconnectée pendant un moment pendant le Teams. Désolé. Étant donné que le PTZ 2024 a été mis en place assez tardivement cette année, vers le mois d'avril-mai, Oui. est-ce que les banques ont prévu d'allonger un peu la durée d'instruction des dossiers? Est-ce qu'il sera toujours possible de faire des dossiers avec PTZ jusqu'en novembre ou peut-être début décembre, Alors, selon vous? en fait, ça n'a pas trop de rapport en fait entre les banques et la mise en place. La loi, en fait, le texte de loi est valable à partir du 1er avril. Alors, certes, ça a été difficile pour les banques, et là, pour une fois, c'est pas de leur faute. Ça a été difficile pour les banques de mettre en place les logiciels, les simulateurs à jour parce que les informations ont été communiquées très, très tardivement. Donc, voilà. Mais maintenant, le passage 2024-2025, c'est simplement par rapport au RFR. Et ça, c'est pas la banque qui peut choisir, c'est l'État. Et l'État dit que c'est le RFR N-2. Donc, si l'édition de l'offre, c'est en janvier, c'est le RFR N-2. C'est pas la banque qui pourra dire j'étale. Ça peut être éventuellement une proposition de l'État, mais ça, j'y crois absolument pas. La seule chose, c'est que les banques, est-ce qu'elles mettront les moyens pour aller le plus tard possible en disant, même si j'ai des dossiers en novembre, je m'arrange pour avoir l'offre en décembre. C'est la seule chose qu'on puisse espérer. Et ça, je ne sais pas s'ils mettront les moyens et les ressources nécessaires pour pouvoir éditer des offres plus rapidement. Oui, voilà, c'était surtout ça le sens de ma question, puisque vu qu'on a eu les informations assez tardivement cette année, on a perdu, je pense, facilement 2 bons mois. Donc voilà, c'était pour savoir s'ils auraient pu être un petit peu plus ouverts. Je sais que fin octobre, en général, les banquiers arrêtent de travailler parce que le bilan est terminé pour l'année. Mais voilà, c'était pour savoir si pouvait être un peu plus ouvert en termes de délai. C'était surtout ça. Je vais me faire des ennemis, mais c'est vraiment que la bonne volonté des banques. C'est surtout s'ils ont des grosses entités qui permettent de travailler, d'analyser les risques très tardivement et très rapidement. Ils pourront travailler plus et donc éditer plus d'offres. Maintenant, on sait aussi qu'en fonction de leurs objectifs de réalisation de crédit, ils arrêtent plus ou moins vite, hein. Il y a des personnes, il y a des banques qui arrêtent en septembre de travailler parce que, enfin, sur les crédits, hein, je m'entends, parce que ils ont utilisé leur quota et donc ils veulent pas aller plus loin. Ça, c'est vraiment en fonction des organismes bancaires. Ouais, c'est indépendamment de. Mais je pense que dans tous les cas, elles vont faire le maximum, je pense, pour aller le plus loin possible, parce qu'il y a quand même eu, vous le savez, dans l'immobilier, une production quand même relativement faible en début d'année. Donc, on peut
se dire qu'elles sont en retard sur leur production. Donc, je ne pense pas qu'en septembre, il y a déjà des banques qui ont atteint leurs objectifs. D'accord, ça marche. Merci. De rien. Pas d'autres questions? J'ai été très clair alors. Bon, bah, écoutez, je pense que merci, je vois des applaudissements. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir vers vos RPR ou à envoyer des messages si vous avez d'autres questions. Et puis, comme le disait Omar en introduction, il y aura une deuxième session dans une quinzaine de jours. Donc, s'il y a eu d'autres questions, on les rajoutera dans la future présentation. S'il y a des éléments que vous avez loupés ou si vous avez, comme certains, été déconnectés et que vous voulez vous reconnecter, n'hésitez pas à revenir la prochaine fois. Et puis en attendant, j'espère que vous aurez beaucoup de clients et que vous ferez beaucoup de prêts à taux zéro dans les prochaines semaines. Et à bientôt. À bientôt, merci. Au revoir.